Nos invités, Annie Daubenton, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de l'Europe centrale, vous nous avez rejoint et on sera avec vous dans quelques instants. Et puis, il y a aussi Arnaud Dubien, qui est le directeur de l'Observatoire franco-russe, qui sera avec nous depuis Moscou. Mais d'abord, un bref retour sur les événements de ces derniers jours en Ukraine. Chaque camp, je le disais, ukrainien et russe, accuse l'autre des pires intentions sur fond de cessez-le-feu toujours aussi fragile. La température diplomatique remonte dangereusement. Le commentaire de Karine Barzegar. Une immense colonne de fumée et des tirs d'artillerie lourde. Voici à quoi ressemble la ville de Donetsk au 9e jour d'un cessez-le-feu sans cesse violé. Ici, on vit toujours au rythme des bombardements. Les rares moments de répit ne servent qu'à évaluer les dégâts et à crier son ras-le-bol. On a tous espéré un cessez-le-feu, mais où est le cessez-le-feu? Ils devraient au moins s'en tenir à ce qu'ils disent, ne pas blâmer les rebelles, ne pas blâmer Kiev, mais juste faire ce qu'ils ont promis. Même désespoir à quelques kilomètres de là. À Makivka, une bourgade contrôlée par les séparatistes pro-russes. Ici, le cessez-le-feu n'a jamais existé. Missiles de gros calibre, obus, roquettes, les combats continuent et chaque camp accuse l'autre de vouloir saborder le processus de paix. L'ultime objectif du président Poutine ne se limite pas uniquement à la prise de Donetsk et de Lugansk. Son but est de s'emparer de l'Ukraine tout entière. Il n'a pas pu supporter l'idée que l'Ukraine fasse partie de la grande famille de l'Union européenne. Il veut restaurer l'Union soviétique. Moscou, de son côté, accuse Washington et l'OTAN d'utiliser l'Ukraine comme monnaie d'échange pour isoler la Russie et renforcer l'Alliance atlantique. J'ai une pensée conspirationniste selon laquelle l'Ukraine n'intéresse personne. L'Ukraine est utilisée comme un instrument pour mener les relations internationales, comme un instrument et un otage des désirs de certains dans le dialogue international. Un dialogue de sourds où chaque camp semble poursuivre son objectif sans prêter attention à l'autre. Samedi, un convoi de 2000 tonnes d'aide humanitaire russe est arrivé dans le bastion rebelle de Lugansk. Dimanche, c'était au tour de Kiev d'annoncer l'arrivée imminente d'armes de l'OTAN à destination des troupes ukrainiennes. Alors, pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe en Ukraine, on rejoint d'abord par Skype à Moscou Arnaud Dubien. Vous êtes directeur de l'Observatoire franco-russe, je le disais, au travail des politologues russes et français. Le cessez-le-feu, on l'a vu, ne tient qu'à un fil. Les pro-russes contrôlent une zone qui va des deux régions est de l'Ukraine vers le sud, le sud-est de l'Ukraine. Alors, vu de Moscou, Arnaud Dubien, quels sont les objectifs aujourd'hui de la Russie de Vladimir Poutine? C'est restaurer l'URSS, comme l'a dit le Premier ministre Yatsenyuk? Non, certainement pas. Le propos n'est pas très sérieux, mais c'est un propos de campagne électorale. Je crois que aujourd'hui, les objectifs russes sont multiples, sans doute, tous ne sont pas connus, mais le principal, c'est plutôt de figer la situation. Après la défaite militaire ukrainienne, convertir politiquement cette défaite militaire ukrainienne. Et de ce point de vue-là, je pense qu'en réalité, Vladimir Poutine a intérêt à la préservation du cessez-le-feu, tout comme d'ailleurs le président Poroshenko, pour une autre raison, c'est qu'il n'a plus les moyens militaires de continuer l'offensive. Donc je pense qu'au-delà des escarmouches qui peuvent être sérieuses autour de l'aéroport de Donetsk, en réalité, le cessez-le-feu tient plutôt bien. Ce genre d'escarmouche est malheureusement inévitable et vous dites que sur le terrain, on peut clairement parler d'une défaite militaire ukrainienne? Oui, l'armée ukrainienne a été défaite. Elle a été défaite à la mi-août à Ilovaisk. Alors, il y a des évaluations divergentes sur les raisons de cette défaite. Est-ce que c'est une intervention russe massive? Est-ce que c'est un coup de pouce russe par des commandos? En tout cas, le fait est que l'armée ukrainienne, qui semblait bien partie pour couper d'une part l'accès à la frontière et d'autre part pour scinder en deux les républiques de Lugansk et de Donetsk, oui. Elle a été défaite, c'est une évidence. Alors si le cessez-le-feu tient, qu'est-ce qui est sur la table des négociations vu du côté russe? Alors on entre dans la phase la plus compliquée en réalité, la plus risquée, surtout pour l'Ukraine, car le temps joue contre l'Ukraine. Comme je le disais, Vladimir Poutine peut se satisfaire d'une situation gelée, puisqu'elle consacre une défaite militaire de Kiev. On entre dans la phase la plus dure parce qu'on va maintenant discuter des choses sérieuses, c'est-à-dire du statut en particulier de ces régions. L'intuition qui prévaut, tout de même assez largement, c'est qu'il sera très difficile à Kiev d'exercer à nouveau son pouvoir sur les territoires sécessionnistes. Sauf à imaginer une revanche militaire, ce que certains espèrent à Kiev, mais ce qui paraît assez illusoire. Je ne pense pas que les Européens laissent faire ce genre de scénario. Mais l'Ukraine est très mal embarquée, c'est une évidence. Il y a en outre une situation économique, et c'est
sans doute plus grave encore, qui est tout à fait catastrophique. Hein? On est sur une trajectoire de récession de 10%, il n'y a pas d'eau chaude à Kiev, on ne sait pas s'il y aura du chauffage cet hiver en Ukraine, et il y a toujours une guerre du gaz qui nous pend au nez à tous. Mais merci à Arnaud Dubien. Donc j'ai bien compris que pour vous, le temps joue en faveur de la Russie. Merci donc pour ces précisions depuis Moscou. On va retrouver donc Annie Daubenton qui est avec nous sur le plateau du 64 minutes. Vous avez publié, vous êtes journaliste, vous avez publié aussi plusieurs ouvrages sur la Russie et l'Ukraine. Le dernier en date, c'est L'indépendance à tout prix chez Buchet-Sastel en 2014. Et d'ailleurs, vous avez vécu 4 ans à Kiev et 4 ans à Moscou, donc vous connaissez bien cette région. La même question, Annie Daubenton. La Russie, pour vous, ne lâchera pas l'Ukraine? Écoutez, ça paraît peu probable, étant donné quelque part les acquis, et là-dessus je rejoindrai Arnaud Dubien, quels que soient surtout étant donné les acquis des derniers mois. Dire que la réussite est complète pour Moscou, c'est aller un peu vite en mesure. Pourquoi? D'abord parce que quand même, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, les enclaves de Donetsk et Lugansk sont quand même des enclaves tenues par des séparatistes qui sont des mercenaires, aidés par des conscrits et des mercenaires venus de Crimée, ou tout au moins qui passent par cette frontière extrêmement poreuse. Donc il s'agit quand même non pas de petites mesures, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais quand même de choses qui proportionnellement par rapport à l'ensemble du territoire sont relativement limitées. Et quels sont les scénarios qu'on peut imaginer pour le futur, disons à moyen terme? C'est une région qui aurait une autonomie dans le cadre de l'Ukraine et dont les institutions serait en tout cas dominée par les russophones de la région. C'est une indépendance totale de cette partie de l'Ukraine. Quels sont les scénarios que vous envisagez? D'abord, le terme de russophone, comme vous le savez, ne signifie pas grand-chose dans la mesure où pratiquement l'ensemble de l'Ukraine est russophone. La partie qui est en train de se négocier pour l'instant est extrêmement délicate, puisqu'on est en train de se battre. Poroshenko, le président d'Ukraine, a parlé de changement constitutionnel, le mot qu'il ne faut pas prononcer, et Lavrov lui a répondu, si je puis dire. Donc Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, en disant, écoutez, on va quelque part pas se battre sur les thèmes, que ce soit une décentralisation, une déconcentration du pouvoir ou une fédéralisation, ma foi, qu'est-ce que les Ukrainiens sont prêts à concéder? Pour nous, ça veut à peu près dire la même chose. Ça veut dire que ces enclaves, nous aurons le contrôle sur elles. Tout cela dépendra ensuite quel type de contrôle Moscou jouera sur elles, et les sbires qui sont en place pourront contrôler la situation. Et donc, si je vous entends bien, ça veut dire que cette région de l'Est de l'Ukraine, ces deux régions de Donetsk et de Lugansk, mais sont définitivement perdues pour l'Ukraine, pour Kiev. On ne peut jamais dire perdu dans quelque guerre que ce soit. Donc pour l'instant, oui. Pour l'instant, Kiev a même reconnu qu'elle n'avait plus le contrôle, puisqu'elle est en train d'organiser les élections parlementaires de l'automne, et que ces élections, sur ces enclaves-là, ne pourront se tenir au mieux qu'à moitié, et encore au mieux. Alors, je voudrais voir avec vous rapidement le jeu de l'Union européenne et les intentions aussi des États-Unis, de l'OTAN. D'abord l'Union européenne. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une politique européenne ukrainienne de l'Ukraine? Écoutez, il y a une politique de bonnes intentions. Là-dessus, nous n'en avons pas été avares. Et sur le côté, nous sommes de votre côté et nous vous soutenons et l'accord d'association sera signé, etc. Bien sûr que l'Union européenne a été présente sur le conflit, et sans doute quand même, c'est un des signes où l'Union européenne a fait preuve d'une forme de rassemblement, quels qu'aient été les couacs discordants. Ce qui veut dire que l'Union européenne essaye d'abord de préserver ses intérêts économiques et énergétiques dans la région? Mais bien sûr, fondamentalement. Et c'est pour ça qu'elle a poussé à chaque fois à des cessez-le-feu, à des cessez-le-feu de plus en plus longs, et puis à des trêves, et qu'elle essaye là maintenant de faire durer la trêve, et de nous faire croire que la trêve existe, ce qui n'existe pas depuis le premier jour où elle a été signée. Pourquoi n'assiste-t-on pas à une grande réunion qui aboutirait enfin à aborder les vraies questions, c'est-à-dire le statut futur de cette région de l'Est de l'Ukraine? Qu'est-ce qu'on attend en fait? Mais le problème, c'est que Moscou ne veut pas. Parce que si cette réunion avait lieu, elle veut tirer le meilleur parti qui soit du statut de ces enclaves. Et ça, c'est fondamental pour elle. Parce que à travers ces enclaves, c'est un autre projet que Vladimir Poutine, et là je serai un petit peu en discordance avec mon confrère, c'est un autre projet qu'a Vladimir Poutine. Son projet, c'est de pouvoir, sinon annexer l'Ukraine, c'est impensable, mais déstabiliser
profondément ce pays et ne jamais lui permettre d'accéder à cette démocratie et à cette occidentalisation à laquelle elle aspire. Au risque de déstabiliser son propre pays aussi? Ah, c'est une autre. Ça, c'est évidemment le jeu extrêmement délicat dans lequel Vladimir Poutine se trouve aujourd'hui. Parce que, effectivement, en Russie, bien sûr que la situation économique ukrainienne est catastrophique, mais la situation économique russe n'est pas très bonne. Il a aussi d'autres cartes dans son jeu, Poutine, c'est les pays baltes, c'est la Moldavie. Il peut là aussi lancer des bombes à retardement, des manifestations pro-russes. Pas seulement, pas seulement. Le Kazakhstan, il a déjà dit, ce n'est pas un État. Hein? La Russie, ce n'est pas un État. Les États baltes, on leur a donné, etc. Donc, il y a des tas de paroles de Vladimir Poutine qu'il faut prendre au pied de la lettre. Hein? Non pas comme des déclarations de guerre, mais comme une sorte de feuille de route. Et aussi parce que le temps joue en sa faveur. Il a du temps. Non, c'est pas ça, c'est qu'il joue. Il joue très vite. Ouais. Il joue très très vite. C'est vrai que la stratégie et les stratèges qui l'entourent sont habitués à un type de guerre à travers l'expérience de la Tchétchénie, de la Géorgie, à un type de guerre où tous les coups sont permis et où les morts d'hommes ne comptent pas. Il n'a pas d'opinion publique. L'opinion publique est muselée. Et donc, effectivement, ça lui permet d'avoir une stratégie extrêmement violente, extrêmement rapide, et qui prend les Européens qui sont quand même quasiment des sortes de benets dans cette histoire. Des velléitaires, en tout cas. Des velléitaires, de les prendre de court. En quelques mots sur les États-Unis et l'OTAN. L'Ukraine, c'est un enjeu pour les États-Unis. Par exemple, Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a dit hier que l'idée des États-Unis, de l'OTAN, c'est d'isoler, d'affaiblir la Russie. Vous pensez que c'est ça le jeu des Américains? Écoutez, le problème de l'OTAN, c'est que maintenant, la situation n'a plus rien à voir avec celle qu'elle était en 2008 ou en 2010, au moment où effectivement on a rassuré la Russie en disant ne vous inquiétez pas, l'OTAN ne se rapprochera jamais de l'Ukraine et il sera refusé à l'Ukraine ce partenariat. Mais vous pensez que l'intention de l'OTAN, c'est de s'étendre? Et maintenant, le problème, c'est que l'Ukraine le demande, que les pays baltes le demandent, que la Pologne le demande. Et donc il y a là un jeu comment dire, on se renvoie la balle et il risque effectivement d'y avoir des appels d'air qui sont bien sûr très dangereux. Un jeu très dangereux. Merci beaucoup Annie Daumenton pour ces explications sur la situation en Ukraine. Merci beaucoup. Tout de suite, la culture avec Sylvia Garcia. Et pour commencer dans Demander le programme, cette reprise de Stromae dénichée sur Internet. Elle nous vient de Côte d'Ivoire.